Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce soir, reviendrai évidemment sur quelques faits de l'actualité, tels que rapportés par la rédaction de STV, mais davantage, on parlera politique ce soir avec notre invité, le docteur Marie Bagar, PCRN Washington DC, de passage au Cameroun. Avec elle, on va essayer de faire le point d'un certain nombre de sujets politiques qui c'est peut-être notre pays, mais surtout sa diaspora, notamment celle installée dans sa localité d'appartenance. Docteur Bagar, bonsoir. Bonsoir, Dipita. J'ai envie de vous demander comment vont les politiques camerounaises aux États-Unis de façon globale, au-delà de votre parti politique. Écoutez, Dipita, les partis politiques, vous voulez dire, les partis politiques camerounais vont bien, d'autant plus que nous nous réunissons très souvent, récemment, autour de la commission de révision des listes électorales où on peut avoir un certain nombre de partis politiques, notamment 4, qui ont des représentants. Et au vu de ce que nous faisons là-bas, nous pouvons dire que les partis politiques camerounais sont bel et bien représentés aux États-Unis, y compris à Washington DC. On sait que vous avez entamé des rencontres de concertation, d'abord de prise de contact, concertation, qui c'est peut-être pour améliorer le mécanisme électoral. Nous sommes en année électorale, on le sait. Alors, pour vous, pour la première réunion, déjà vous en avez eu combien depuis que les réunions ont repris? Ok. Alors, peut-être un peu de contexte avant de répondre à cette question. Il faut savoir qu'entre 2018 et l'année dernière, 2024, les opérations d'inscription sur les listes électorales ne se passaient pas aux États-Unis. Okay. Ce n'est que l'année dernière qu'une équipe de l'ECAM est arrivée d'abord pour former ceux qui allaient procéder aux inscriptions au niveau de l'ambassade à Washington DC. D'accord. Mais également, ils sont revenus après pour notre première réunion de la commission de révision des listes électorales et à Washington et à New York. Donc réellement, nous avons repris les inscriptions l'été dernier. Et depuis l'été dernier, je pense que nous avons eu 3 ou 4 réunions, dont la dernière qui était la présentation des listes définitives pour le compte de l'année dernière. Ça a fait beaucoup de remue ici au Cameroun où on demandait la publication des listes. C'est arrivé aussi au niveau de Washington. Nous avons eu nos listes qui sont arrivées et les cartes d'électeurs également qui sont arrivées et la commission a réceptionné ces listes-là. Donc, nous avons fait 3 ou 4 réunions depuis la reprise l'été dernier. Je rappelle que vous êtes effectivement membre en tant que représentant du PCRN, de la commission ELECAM, donc électorale, pour votre parti politique à Washington, DC. Alors, de quoi parlez-vous en termes d'organisation, de structuration au sein des commissions quand vous vous rencontrez? Alors, il faut savoir que cette commission est très jeune. D'accord. Comme je vous ai dit, entre 2018 et 2024, rien ne se passait. On n'inscrivait pas les gens sur les listes électorales. Une commission très jeune. Notre première réunion a déjà été de saluer cette délégation qui est venue recommencer, même si c'était tard. Nous avons décrié le fait que ce ne soit que là, maintenant, qu'à Washington, nous ayons l'opportunité de nous inscrire. Mais nous avons eu un certain nombre de challenges. Les États-Unis, vous savez, c'est 50 États. Absolument. Et quand on arrive avec un seul point d'enregistrement, nous avons clairement dit aux représentants de l'ECAM qui étaient là ce jour-là que ça va causer problème. Ça va causer problème parce que quand on a 50 États qui représentent probablement une superficie de 50 pays, on ne peut pas obliger tout le monde à venir à Washington DC. Et nous avons émis un certain nombre de propositions que nous avons fait à l'ECAM et aussi aux officiels de l'ambassade du Cameroun à Washington. Ce qui tarde à venir, nous allons probablement parler des chiffres des inscrits au niveau des États-Unis qui montrent clairement que nous avons un problème. Entre autres, le fait qu'il y ait un seul poste, mais également, il y a un certain nombre de pièces qu'on demande aux Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales qui, selon nous, on pourrait carrément
encourager les Camerounais vivant à l'étranger de s'inscrire en enlevant cette pièce qui est très, très, très compliquée pour les Camerounais qui sont encore Camerounais. Parce qu'il y a souvent cet amalgame qui est fait entre les Camerounais qui sont naturalisés, ils ont pris les nationalités d'autres pays, et les Camerounais qui sont encore Camerounais. Et je précise qu'ici, on va parler aujourd'hui que des Camerounais qui sont encore Camerounais et comment ces obstacles nous empêchent de nous déployer. Pour dire qu'en réalité, il s'agit des personnes qui sont en droit de voter, parce que ayant toujours leur nationalité. Mais vous dites dès le départ, en fait, on a pu le noter, qu'il y avait 48 inscrits sur la liste aux États-Unis, du moins à Washington, D.C. Ça, c'était... au départ, à l'ouverture. Oui. Ça, c'était à l'ouverture. D'accord, ça s'est amélioré maintenant? Oui, ça s'est amélioré. Okay. Ça s'est amélioré à la fin, quand nous avons reçu la liste de 2024. Nous avons sensiblement augmenté, ce qui reste encore tout petit peu. Nous sommes à 64 inscrits aujourd'hui à Washington, D.C., dont 45% de nouveaux inscrits. Donc, vous voyez que entre le fichier qui était là... en 2018 et celui qui est là maintenant, même si ce taux est très très bas, mais j'insiste sur le fait que c'est bas, mais nous allons probablement parler des raisons pour lesquelles ce taux est bas, parce qu'on a très vite fait de dire que les Camerounais qui sont à l'étranger ne votent pas, ils ne s'intéressent pas à la chose politique, mais en même temps, qu'est-ce que l'État et l'ECAM d'ailleurs, parce que c'est l'ECAM qui a le code électoral, c'est eux qui instruisent au niveau de l'ambassade. Ça a été clairement dit dans nos réunions que les officiers de l'ambassade ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que l'ECAM dit. Donc il y a cette pièce-là qui nous empêche de nous déployer. C'est le moment aussi, encore aujourd'hui, de le dire. 64 inscrits, c'est très très peu pour le potentiel que nous avons, même dans la région de Washington, D.C. Et quelles sont ces pièces, ces éléments qui coincent? Alors, l'élément qui coince, c'est la carte de résidence. D'accord. Sachant que, je dis encore, les Camerounais qui sont naturalisés, eux, ils ne sont pas concernés. Ceux qui peuvent encore voter sont ceux qui sont Camerounais. Et nous savons, ce n'est qu'un secret de polichinelle, qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais qui sont illégaux. Et c'est une bonne partie de nos compatriotes qu'on exclut carrément du processus électoral alors qu'ils sont Camerounais. Et selon le code électoral, je pense des articles 41, 44, 45 et 46, si je ne me trompe pas, il faut juste prouver sa nationalité camerounaise pour exercer son droit de vote. Bien sûr que le même code électoral, quelqu'un me dira, pour ceux qui regardent, qu'il dit que le Camerounais résidant à l'étranger devrait aussi prouver qu'il vit à l'étranger. Mais il y a une multitude de pièces qui peuvent aider à prouver qu'on vit à l'étranger sans pour autant que ce soit la carte de résidence. Parce que quand on entre déjà dans la résidence, par exemple aux États-Unis, les choses sont tellement bien compartimentées que si la police criminelle vous arrête, elle ne vous demandera pas vos papiers. Parce qu'il s'agit là de l'immigration. Ce n'est pas un policier de l'immigration. Donc je ne comprends pas pourquoi l'ECAM va demander le statut d'immigration d'un Camerounais pour qu'il puisse s'inscrire sur les listes électorales. Il est Camerounais, il a le droit d'exercer c'est un droit de vote. Mais non, il doit prouver qu'il réside dans ce pays, il y a d'autres moyens, il y a l'adresse, on peut avoir les courriers qui arrivent à une adresse, on peut trouver beaucoup d'autres pièces qui ne sont pas contraignantes comme la résidence. Je ne sais pas, Dipita, si vous savez que les Camerounais qui vont à l'étranger, c'est très difficile d'être légal si on arrive, vous savez, les gens qui passent par la Méditerranée, etc. C'est pas tout de suite qu'ils ont leur papier. Mais la question c'est, est-ce que c'est parce qu'ils sont illégaux qu'ils ne sont plus Camerounais? Est-ce que c'est parce qu'ils sont illégaux qu'ils ne peuvent plus exercer le droit fondamental qui est inscrit même dans le code électoral, qui est de voter, donc de s'inscrire sur les listes électorales? Je pense que c'est une décision purement et simplement de l'ECAM, du moins à notre niveau, au niveau de la commission de révision des listes électorales de Washington. C'est ce que les officiers de l'ambassade nous ont fait comprendre. Que eux, ils exécutent ce que l'ECAM dit, c'est-à-dire il faut avoir une carte de résidence. Et je tiens à souligner que cette règle n'est même pas, d'ailleurs, linéairement appliquée dans tous les pays, parce qu'il y a au moins 2 pays que je connais, notamment le Maroc, et si je ne me trompe pas, l'Allemagne. Ce sont les réalités du direct. Mettez juste le téléphone sur vibreur, on va poursuivre. Oui. Et l'Allemagne qui ont enlevé
ce verrou de la carte de résidence permettant, vous savez, le Maroc, c'est un pays de passage. Je pense qu'eux, ils ont compris que les Camerounais qui y résident, si on veut les encourager à s'inscrire sur les listes électorales, il faut vraiment enlever ce verrou parce que la majorité d'entre eux, ils ne sont pas des résidents de ce pays. Maintenant, je me dis, si certaines ambassades peuvent le faire, il y a forcément un moyen d'aider aussi les autres. Imaginez la France, toute l'Europe, laissez-moi les États-Unis. On ne peut pas empêcher à une grosse masse de Camerounais qui peuvent encore voter de ne pas s'inscrire sous prétexte qu'ils sont illégaux. Les ambassades ne sont pas les polices d'immigration. À la limite, ils n'ont même pas besoin de savoir le statut d'immigration des Camerounais qui arrivent à l'ambassade, puisqu'ils sont Camerounais dès qu'ils foulent le sol de l'ambassade. On va aller du côté de la régie avec le réalisateur Adonis Yamen. On va prendre cet élément qui est le tout premier de ce soir, Adonis. Il s'agit, je pense bien, de la loi Trump. Trump est ferme. Il faut mettre fin au pillage de l'Amérique. Cela passe par des mesures parmi lesquelles l'augmentation des droits de douane pour tous ses partenaires commerciaux. Si le Cameroun n'est pas le plus à plaindre en Afrique, reste que cette décision a un impact sur la balance commerciale camerounaise. Nous sommes là dans le commerce bilatéral. Le Cameroun importe beaucoup des États-Unis et exporte peu vers les États-Unis. Il va donc se retrouver avec une balance commerciale déséquilibrée. La Chine exporte beaucoup aux États-Unis et importe peu. La Chine va se retrouver aussi avec une balance commerciale déséquilibrée. Donc, cette mesure vise in fine à faire quoi? À faire en sorte que les États-Unis, dans le cadre du bilatéralisme, c'est-à-dire le commerce, les échanges entre deux pays, chacun de ses partenaires commerciaux, qu'ils puissent avoir, à défaut d'une balance commerciale équilibrée, qu'ils puissent avoir une balance commerciale excédentaire. Donc voilà l'objectif. D'autre part également, l'objectif c'est quoi? Lorsque vous calculez le PIB d'un pays, les droits de douane viennent en augmentation de la richesse créée dans ce pays. Donc ça veut dire quoi? Augmenter les droits de douane à l'entrée dans un pays va permettre à ce pays de créer beaucoup plus de richesse, à tout le monde, d'augmenter le niveau de richesse créé sur son sol. Celle-ci va également dissuader les opérateurs économiques qui se ravitaillent au Cameroun. Renchérir le coût des produits qui partent du Cameroun pour entrer aux États-Unis dissuade les Américains à passer les commandes sur le territoire camerounais. Ça veut dire quoi? Le Cameroun va exporter peu vers les États-Unis et importer grand, et on va donc avoir pour conséquence le déséquilibre de la balance commerciale camerounaise lorsqu'on compare les deux pays, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et le Cameroun. Donc j'importe quelque chose du Cameroun, quand ça arrive aux États-Unis, c'est renchéri désormais du taux d'augmentation décidé par les pouvoirs publics américains, notamment le président américain, et validé par le Congrès, ce qui fait donc que quand on regarde de très près, une analyse passablement fine va faire en sorte que notre balance commerciale vis-à-vis des Américains sera déséquilibrée, et le déséquilibre va profiter plutôt aux Américains. Ces tarifs dits de libération par Donald Trump comprennent à partir du 5 avril un tarif de base de 10% sur toute importation aux États-Unis, des tarifs réciproques à partir du 9 avril spécifiques aux pays appliquant des taxes sur les exportations américaines. Le Cameroun peut-il se le permettre? N'oubliez pas, les Américains, c'est d'abord un pays très puissant, c'est-à-dire un différend ou un litige qui vous oppose sur le plan commercial a rapidement glissé sur le plan militaire ou sur le plan diplomatique, et vous avez donc des mesures de rétorsion qui peuvent être fatales pour vous. Donc le Cameroun, en tant que petit partenaire en termes d'échange pour les États-Unis, n'a aucun intérêt à songer à ces mesures de rétorsion, ces mesures de réciprocité. Le Cameroun le ferait même sur la base de quoi? Qu'est-ce que nous exportons là-bas? Nous ne sommes pas un pays industriel. Ces décisions du président américain, rappelons-le, font partie non seulement de ses promesses de campagne, mais également de la poursuite des mesures dont la mise en œuvre avait été interrompue par sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Autour sur le plateau avec le docteur Marie Baga, qui est ELECAM, du moins représentant du PCRN au sein de la commission ELECAM à Washington. D'ici, on évoque évidemment un certain nombre de questions autour de l'organisation des élections. Vous avez fait noter donc vos réserves à ELECAM local Washington DC. Avez-vous le sentiment d'avoir été comprise? Avez-vous le sentiment que la pertinence des éléments que vous avez portés, des réserves que vous avez portées, a été reçue et qu'il y a un espoir qui s'est peut-être
de lever notamment cette question de carte de résident? Alors, la première chose déjà, on a commencé par... Parce qu'il n'y a pas de l'ECAM local, il faut déjà le dire. Il n'y a pas de l'ECAM à Washington, ce sont les officiels de l'ambassade qui officient. Voilà. En lieu et place de l'ECAM. Donc, ce que nous avons fait dans un premier temps, quand la commission de l'ECAM est passée à Washington DC, 2 hauts cadres de l'ECAM sont partis d'ici pour venir aux États-Unis. Nous avons émis ces réserves-là. Ils nous ont d'ailleurs offert le code électoral et dans ces articles, comme je disais, 44, 46 et 47, il est clairement dit qu'il faut juste établir qu'on est Camerounais. Mais également, la suite dit qu'il faut que la personne soit régulièrement dans le pays dans lequel il veut s'inscrire sur la liste électorale. Mais cette partie n'est pas très claire. Cette partie ne dit pas qu'il faut la carte de résidence, c'est-à-dire la carte verte. Cette partie ne donne pas un élément spécifique. Et nous avons suggéré à ces officiers de l'ECAM qui étaient en mission de porter ce message. Parce que l'ambassade, elle décline la responsabilité de dire qu'eux, ils suivent ce que l'ECAM demande comme pièce pour l'inscription sur les listes électorales. Comme pour dire que les autres viennent de Yaoundé. Je sais façon de dire, en fait, voilà. Façon de parler. Les autres viennent de l'ECAM Cameroun. Donc, nous avons porté cette réserve-là. Nous avons consigné ça sur le rapport noir et blanc que nous avons fait dans cette première réunion l'année dernière. Et ces officiers nous ont promis d'aller porter votre voix localement. D'accord. À notre grande surprise, quand la liste des pièces à fournir est revenue pour le 1er janvier ou le 2 janvier, comme ça a recommencé, cette pièce était encore présente. Et quand nous avons demandé au président de la commission électorale à Washington, qui n'est autre que le consul, il nous a dit: ils n'ont pas changé. Amen. Votre doléance n'a pas été prise en note. Pour moi, ce qui est le plus compliqué dans cette histoire, c'est qu'on entend beaucoup parler ces dernières années de la diaspora qui est véhémente, mais qui ne vote pas. Il faut que les gens sachent que la diaspora est constituée de Camerounais qui ont pris d'autres nationalités. Ceux-là ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus exercer le droit de vote parce qu'ils ont perdu, entre guillemets, la nationalité camerounaise. Même si cela est discutable. On peut discuter ça. Mais ça, aujourd'hui, au Cameroun, c'est un fait, c'est la loi. D'accord ? Maintenant, les Camerounais qui sont encore Camerounais, il y a ceux qui vont dans des pays et ils ne sont pas légaux. Je veux vraiment mettre l'accent sur ces illégaux-là qui sont toujours Camerounais et ils ont toujours le droit d'exercer leur droit de vote. Exact. Et d'autres droits d'ailleurs, quand ils arrivent à l'ambassade, ils sont censés être chez eux. On ne peut pas dire à un Camerounais qui arrive à l'ambassade que parce que tu es arrivé ici illégalement, on ne va pas te traiter comme un Camerounais. Donc je pense que c'est de la discrimination et c'est ne pas tenir en compte cette grosse masse de la diaspora camerounaise qui est à l'étranger, entre ceux qui vont de manière légale avec des visas touristes et qui restent, ils ne partent plus, entre ceux qui prennent la mer, etc. Il y a une grosse masse de Camerounais qui sont illégaux dans des pays et ils doivent pouvoir jouir de leurs droits de citoyenneté camerounaise et tout ce qui va avec, c'est-à-dire s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons expliqué ça à l'ECAM. C'est vrai qu'on peut être de passage. Par exemple, quelqu'un peut être au Maroc et puis il veut aller en Espagne, je dis n'importe quoi. Maintenant, pendant que tu es au Maroc, comment tu prouves pour qu'on te mette sur la liste et que tu ne partes pas de... On a proposé des choses intermédiaires. Par exemple, quand vous devez recevoir un courrier. Vous n'avez pas besoin d'être légal pour dire mon adresse est Northwest Washington DC. Si vous pouvez prouver que de manière régulière vous recevez des courriers à une adresse qui est à Washington, ça peut être recevable. Si vous pouvez prouver par n'importe quel moyen, je ne parle pas de banque, mais d'autres moyens que vous avez résidé pendant un certain nombre de temps dans ce pays, on devrait pouvoir vous faire jouir de la nationalité. Mais j'ai l'impression que les solutions ne sont pas cherchées dans ce sens-là. On a juste envie d'exclure une bonne partie de la diaspora camerounaise. Je n'ai pas envie de dire on le fait à dessein, mais c'est un problème. C'est un problème parce que je vais pas parler mais il nous force de parler par exemple de la BAS, cette organisation qui fait beaucoup de bruit à l'étranger. Et quand ils font ces bruits-là,
les officiels finissent finalement à regarder la diaspora. Nous qui venons parler, faire le plaidoyer, essayer de faire des propositions comme nous le faisons tous les jours. Ils font la sourde oreille. Cette diaspora qui se dit... vous avez le sentiment que vous également, on vous pousse à faire des pressions bruyantes pour vous faire entendre? Pour ceux qui peuvent, de manière inhérente, moi, je ne suis pas une personne qui va aller faire des trucs bruyants, mais je vais continuer à dénoncer et à faire des propositions pour trouver des solutions, comme j'ai déjà fait au niveau de l'ECAM. Mais je comprends la frustration des compatriotes qui, devant la sourde oreille de l'État, parce qu'il est incompréhensible qu'on dénie le droit à un Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, peut-être qu'il est illégal dans un pays qui ne nous concerne même pas. Où est le rapport entre être illégal et venir exercer son droit d'être Camerounais? Si ce n'est pas délibéré d'exclure ces personnes-là, et nous savons que ces personnes-là sont majoritaires et elles sont encore de nationalité camerounaise. Donc, je comprends la frustration des compatriotes qui, face à ce mutisme-là, cette sourde oreille... Est-ce que vous voulez que les pouvoirs publics rendent légal le statut d'un Camerounais qui se retrouve en territoire étranger de façon illégale? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de flirter la relation diplomatique? D'effleurer, je veux dire. Heurter même. Non. Il y a un principe simple. D'accord. Que vous soyez légal ou pas. Moi, j'habite à littéralement 7 minutes de l'ambassade à Washington. S'il m'arrive quelque chose entre le chez moi et l'ambassade, j'en sais rien, on me court après. Dès que je pose mon pied dans mon ambassade, en tant que Camerounaise, même si on n'a pas besoin, je suis chez moi. Ce principe ne frôle aucune... Il n'y a pas de risque d'incident diplomatique. Je suis une citoyenne camerounaise lambda qui peut-être je fuis le danger pour une raison quelconque dès que je pose mon pied. Donc, indépendamment du statut de qui que ce soit, quand on rentre dans son ambassade, on est au Cameroun. Absolument. On doit pouvoir jouir de ses droits. Elle est quand même installée dans cette ambassade et le Camerounais qui entre dans cette ambassade, il est en territoire camerounais. Absolument. Donc, il n'y a pas de risque en fait. Mais moi, je n'entre pas dans le Cameroun ne peut pas s'immiscer dans les affaires. D'ailleurs, en obligeant un Camerounais à avoir la carte de résidence, le Cameroun, d'une certaine manière, s'immisce déjà dans les lois d'immigration des pays concernant ses citoyens. Moi, la seule chose que je dis, on comprend le fait qu'il y ait besoin de prouver la stabilité de la résidence ou de l'illégalité d'un Camerounais à l'étranger. Trouvons donc ensemble des éléments qui ne soient pas contraignants. Que tous ces Camerounais-là qui n'ont pas des papiers peuvent fournir à l'ambassade pour prouver que, écoutez, je suis en France depuis 2 ans, c'est vrai, je n'ai pas des papiers, mais je suis Camerounais. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je veux que nous réfléchissions, parce que tout ceci, encore une fois, je n'adhère pas à la violence, mais la frustration, vous vous rendez compte? Nous sommes à 64 inscrits à l'ambassade du Cameroun à Washington. C'est même inimaginable. Et demain, ce sont les mêmes qui vont dire que la diaspora nord-américaine ou américaine, ils sont là, ils parlent, elle est veillante, ils ne votent pas. Mais comment vous voulez que les gens votent s'ils ne peuvent pas s'inscrire? Avez-vous une idée approximative du potentiel en termes d'électeurs? En Amérique du Nord, oui. Les études sur les chiffres de la diaspora sont pas très ne sont même pas très fréquentes. Il y a beaucoup de flou, mais il y a des études, on s'accorde tous à dire qu'il y a entre 5 et 6 millions de Camerounais à l'étranger. Et puis donc la majorité se retrouve en Afrique. Mais il y a quand même en Amérique du Nord, je fais un bémol sur la grosse vague d'immigration canadienne qui s'est opérée les 2-3 dernières années. Mais entre-temps, l'Amérique du Nord avait probablement dans cette proportion 2 400 000 Camerounais qui vivaient en Amérique du Nord. Ce qui n'est pas négligeable sur un total de 6 à 5 millions. Donc l'âge, encore une fois, je parle de Camerounais qui peuvent encore voter, que le MINREX a pu identifier à travers ses propres mécanismes, c'est-à-dire carte consulaire, toutes ces choses qu'on peut identifier les Camerounais. Si on a ce potentiel électoral-là et que ces gens-là, il y a ceux qui sont légaux et Camerounais comme moi, qui peuvent aller s'inscrire tranquillement, et il y a ceux qui ne sont pas légaux dans cela. On fait quoi d'eux? Alors pensez-vous que l'ECAM est quand même ouverte
à vos remarques, à vos propositions, à votre approche pour rendre plus accessibles ces inscriptions des Camerounais qui ne le peuvent pas? Je pense que, de manière générale, les officiels, je les appelle, moi j'aime pas les mots gouvernement et tout ça, les officiels du Cameroun ne sont pas sensibles quand les gens veulent être entre guillemets républicains. Vous n'avez qu'à voir comment on traite au PCRN aujourd'hui avec des interdictions à tout bout de champ, alors que le PCRN depuis 2018 a été un parti qui a fait sa part dans le sens de faire prospérer la démocratie, faire jouer le jeu démocratique dans ce pays. Et ce qu'ils ont appelé être républicains, le PCRN l'a été. Et aujourd'hui, on nous traite comme si on était au même titre que ceux qui justement ont voulu entre guillemets le désordre. Mais je veux juste dire que de manière générale, les officiers de ce pays, on a l'impression en réalité qu'ils n'aiment pas ceux qui sont entre guillemets républicains, ceux qui veulent trouver des solutions, ceux qui veulent travailler avec eux et ceux qui veulent faire en sorte que les choses avancent dans le pays et nous tous. Et ils font la sourde oreille. Et jusqu'à ce que là-bas s'enfarine quelqu'un à Paris et puis on se lève, on commence à dire que est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Est-ce qu'on a besoin de donner la visibilité à la base? On n'a pas besoin d'en arriver là parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent de manière calme, sereine et constructive à faire des propositions pour que cette diaspora puisse trouver sa place et ne pas être désœuvrée à faire des choses juste pour de la visibilité. Donc, à votre question de savoir si Elekam est sensible, je dirais que ce n'est pas un problème d'Elekam. C'est un problème de Cameroun versus sa diaspora. Quand la diaspora, elle propose et fait des choses, on a l'impression que, bon, elle est juste là. Il faut qu'une base arrive et enfarine les gens pour qu'on commence à voir que, mais, il y a des Camerounais. Maintenant, nous, on fait quoi? C'est ça la question. Est-ce que tout le monde devient la base? Mais c'est la question que j'ai envie de poser maintenant aux officiels de ce pays. Il y a des Camerounais qui vivent à l'étranger. On a choisi, pour certains d'entre nous, d'y vivre. Est-ce que c'est un crime de vivre à l'étranger? Non. Vivre à l'étranger n'est pas incompatible avec perdre ses droits de citoyenneté camerounaise. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on reste tranquille et puis on se laisse marcher dessus? Ou qu'on devienne, nous tous, on devient la base? Alors, au-delà des difficultés que vous rencontrez, quelle appréciation faites-vous de la mobilisation? Est-ce que les Camerounais se sentent véritablement concernés? Sont-ils impliqués? Mouille-t-il le maillot pour qu'il y ait davantage d'inscrits et qui sait peut-être de participants au prochain scrutin de 2025, mais aussi ceux de 2026? En tout cas, dans la région de DMV, il y a du potentiel parce que sur les 64 dont je vous parlais, les nouveaux inscrits sont de l'ordre de 40%. Donc je pense qu'il y a du potentiel. D'accord. Le problème des États-Unis est assez particulier. J'espère que les gens qui sont Elekam vont vraiment écouter ce que je vais dire. Les États-Unis sont assez particuliers et on ne saurait traiter les États-Unis comme on traite un pays, par exemple, comme la France ou l'Allemagne. Les États-Unis, en termes de population et de taille, représentent, il y a entre la côte est de Washington DC et peut-être Washington State, je pense qu'on a 4 heures de décalage. Je ne parle même pas de ceux qui sont en Californie. 4 heures de décalage, c'est littéralement, ou 6 heures de décalage, c'est littéralement le même temps de décalage que moi j'ai à Washington avec celui qui est à Paris. Littéralement. Donc, on parle là d'un pays-continent qui a 50 États à représentation de 50 pays. Déjà, au niveau de nos institutions, les passeports, c'était un problème avant. Aujourd'hui, on a tout informatisé. Vous faites ça en ligne, vous envoyez, vous venez à l'ambassade, après on vous le renvoie. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de va-et-vient. Pour les autres documents visa, vous envoyez en ligne, il y a maintenant le e-visa. Ça nous a permis assainir un peu, de Mais en ce qui concerne Elekam, mais on ne peut pas avoir un seul endroit où on s'inscrit et c'est à Washington. C'est pas possible. Il faudrait que les gens sachent que si on ne permet pas aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, on ne peut pas dire que la diaspora ne fait rien. Nous avons proposé de manière simple, déjà, d'organiser, même avec la petite commission que nous sommes, organiser des missions et d'informer les Camerounais État par État, tout en ayant un calendrier précis où on pourrait aller avec le kit Elekam pour inscrire les Camerounais. Cette proposition, on l'a faite, c'est dans nos procès verbaux de réunion. Je n'ai pas entendu. La seule chose qu'on nous a dit, c'est que nous n'avons pas d'argent. Elekam.
Et les CAM, ce sont des diplomates et puis ce sont des administrateurs. Mais qui n'ont pas d'argent? Ben, quand on pose des problèmes, les CAM... Pour une parfaite organisation des élections. Le prétexte, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Non, pas pour organiser des missions d'inscription sur les listes électorales. Donc, on a fait la proposition. Elle est repartie. Les officiels de l'ECAM ne vont jamais vous dire qu'ils n'ont pas l'argent. Ils vont vous dire, on va amener les propositions à Yaoundé, on va dire. Et quand nos interlocuteurs à Washington, eux, ils sont des diplomates, ce ne sont pas les travailleurs de l'ECAM. Ils n'ont pas de moyens fixes. C'est ce qu'ils nous disent. Moi, le président de la commission, c'est le consul. Il n'est pas là-bas pour l'ECAM. Ce n'est pas lui qui va prendre ses propres sous pour aller. Il faut que l'ECAM, de manière délibérée, veuille inscrire les Camerounais et mettre à la disposition de l'ambassade du Cameroun à Washington un budget pour organiser ces missions dans les États. Au moins 5 États. 10 États, commencez par là. On ne peut pas mettre un seul kit à Washington pour un potentiel de 50 pays et on espère que les gens vont quitter. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai à Washington, parce qu'à Washington, c'est vrai qu'officiellement, on dit qu'on s'inscrit 2 jours par semaine entre 11h et 13h. C'est vrai qu'on le dit. Mais de manière pratique, vous arrivez à l'ambassade, on peut vous inscrire à tout moment. Là, on a résolu ce problème-là avec la commission parce qu'il fallait mettre une des assistantes à disposition. On a mis ce temps-là pour qu'elle soit que dédiée pour ça. Mais entre-temps, si vous venez, vous allez pouvoir vous inscrire. On a résolu ce problème. Mais dans d'autres ambassades, c'est pas possible de venir à n'importe quelle heure. C'est 3 jours entre telle heure et telle heure. Ça veut dire que si vous habitez en Californie, vous venez à Washington, c'est 6 heures de décalage, vous payez votre billet d'avion comme si vous faites Paris-Washington, et vous arrivez à l'ambassade, on vous dit non, et les CAM ne travaillent pas aujourd'hui. Revenez demain. Donc, pour être simple, Dipita, j'ai l'impression que de manière délibérée, et les CAM n'est pas préparé dans son budget, dans son organisation, à se déployer dans des pays comme les États-Unis pour effectivement permettre aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est cette impression que j'ai. Mais même s'ils ne sont pas organisés, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y a la volonté réelle maintenant de dire que, OK, ça, on n'avait pas envisagé ça. Déjà, je tiens à rappeler qu'entre 2018, il nous a fallu de 2018 à 2024 pour avoir un kit. Et on a amené le kit. Donc vous soupçonnez quoi, un blocage au niveau du mécanisme, au niveau de l'organisation? Qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur? Déjà, vous savez que moi, je suis pure diaspora. Je fais partie des gens qui ont décidé de vivre à l'extérieur, même s'il faudra que je revienne un jour au Cameroun. Je soupçonne de manière générale que notre pays n'a pas prévu une politique d'intégration des Camerounais qui sont à l'extérieur. Dès que vous quittez le Cameroun, pour eux, vous êtes partis et vous ne comptez plus. Donc, ce n'est même pas une histoire de l'ECAM, c'est une vision de notre exécutif depuis une quarantaine d'années, qui n'a pas prévu quelque chose pour intégrer les Camerounais qui vivent à l'étranger dans le schème, je ne sais pas comment on dit ça en français, de la vie publique, économique, politique du Cameroun. D'accord. Donc, l'ECAM n'est que un des maillons qui, quand il fait sa planification, il dit on va déposer un kit à Washington. Je ne sais pas si les gens qui sont à l'ECAM Yaoundé, ils se disent que les États-Unis, ce n'est pas juste Washington. Et que si vous ne pouvez pas juste déposer une machine, les gens ne vont pas faire de la Californie pour venir là. Il faut pouvoir aller vers les îles. Je vois ici au Cameroun, mes camarades se déploient. Ils vont chercher les kits, ils vont dans des endroits, ils déposent. Et les gens rallient les lieux où il y a des kits. Pourquoi on ne pourrait pas aussi penser ça dans la diaspora? Aujourd'hui, moi, cette émission me permet... En parlant de ces choses, c'est normal, et les CAM peut ne pas prévoir, comme les autres corps qui ne prévoient pas toujours les Camerounais de l'étranger. Mais maintenant que c'est dit, c'est su, qu'est-ce qu'on fait? Et quand vous leur posez la question, quelle est la réponse qu'ils vous donnent? La difficulté pour eux, c'est laquelle? La difficulté financière. D'accord. La difficulté financière. Pour se déployer, même mes camarades qui sont ici au Cameroun, pour prendre un kit télécom amené à un endroit précis, c'est peut-être pas à la même échelle, mais c'est la difficulté financière. Mais nous, dans la commission, il faut qu'on soit clair. Les propositions qu'on faisait, moi par exemple, si on organise une mission d'inscription, par exemple, on va
à New York pour prendre cet État, même si New York est un peu à côté. Mais prenons par exemple le Texas. On décide d'aller au Texas ou à Washington State. Moi, et je pense que les autres membres de la commission aussi, sont eux prêts à se prendre en charge eux-mêmes. Et ce que je veux dire, Dipita, mon bottom line ici, c'est que quand il faut trouver des solutions, il y a des gens qui sont prêts à mettre dans le panier pour que nous puissions tous avancer. Le problème, c'est qu'il faut y penser et il faut mettre le minimum parce que c'est quand même l'État. On ne peut pas tout faire pour l'État. D'accord. On va peut-être prendre le deuxième reportage et venir sur une autre thématique concernant toujours l'émission. On va parler de l'hydroélectrique, notamment à travers la localité de Minkouma. Reportage. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Minkouma, dans l'arrondissement de Mbandjok, est une source d'espoir pour atteindre la barre de 5000 MW dans le parc de production du Cameroun. Un 7e groupe rentre dans l'aménagement hydroélectrique de Naktigal. Il s'agit de la société de projet Minkouma Energy Company, SE. Il sera question pour vous d'optimiser les coûts de développement et de construction de l'aménagement hydroélectrique de Minkouma à l'effet de garantir à le futur l'équilibre financier du secteur de l'électricité tout en évitant que cet ouvrage ne vienne générer les compensations tarifaires. Le projet, d'un coût de 584 milliards de francs CFA, devra, selon l'agenda, être lancé en fin 2026 et livré en fin 2030. À ce jour, les responsables de cette société anonyme disent avoir atteint 70% dans la mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds. Dans ce planning qui a été fixé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, nous allons déployer toute notre énergie, mais alors toute notre énergie pour pouvoir finir très rapidement entre aujourd'hui même et septembre 2026, la phase de préparation, la phase de développement est préparée, donc le démarrage de la construction en décembre 2026. Ce 3 avril 2025, le président du conseil d'administration et le directeur général de la Minkouma Energy Company, SE, ont été désignés puis installés. Le premier, en la personne de Mbalambié, est un inspecteur principal des régies financières et le second, Justin Nsama, un ingénieur senior, option génie civil, grand barrage. Autour sur le plateau, on poursuit notre échange avec le docteur Marie Baga, PCRN Washington DC. On va peut-être parler du tribalisme et du discours haineux, une thématique qui revient assez souvent à l'approche des élections. Vous le vivez, vous également, là où vous êtes installé, à Washington. Écoutez, c'est très difficile de le vivre à Washington parce que quand on se retrouve à l'ambassade, on s'est d'ailleurs retrouvé à l'ambassade 2 fois en l'espace d'une dizaine de jours, les vœux. Et puis le 8 mars, on a repris les activités de l'ambassade. Nous, on est juste contents de se voir en tant que Camerounais. Je pense que c'est pas très... c'est pas perceptible. Non, c'est pas du tout perceptible. On n'a pas ce vous êtes noyé dans plusieurs dizaines d'autres nationalités, d'autres origines. On est plus content parce que quand vous vous baladez à Washington DC, écoutez, vous êtes déjà, en tant que noir, on pourrait vous confondre à un noir américain. Maintenant, si vous êtes africain, on peut vous confondre à 1001 personnes. Et si vous rencontrez un noir comme vous, il risque d'être un nord-américain. S'il est africain, il risque d'être un Nigérian, Ghanéen. Et maintenant, quand vous, dans tout Ivoirien, et dans tout ça, si vous rencontrez un Camerounais, la première chose, c'est pas de lui demander d'où venez-vous. C'est de dire que mon frère, waouh, c'est how. C'est le pays, ça va. Donc, c'est plus. D'accord. On est content de voir déjà un Camerounais. Alors, vous, comment justifiez-vous que le discours tribaliste haineux explose assez souvent en période électorale? Alors, j'évite très souvent de parler de tribalisme, mais je pense que je vais finalement m'y lancer. Je pense que le tribalisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Et votre question, elle est d'ailleurs très pertinente. Pourquoi en période électorale? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de leaders politiques qui ont décidé d'agiter
le tribalisme pour soit distraire... Comme élément de campagne. Soit distraire, soit comme élément de campagne, soit comme élément de ralliement, soit comme je ne sais pas trop quoi. Mais ces leaders politiques-là, ils savent pas ce que le tribalisme peut faire. C'est quelque chose, on vit au Cameroun depuis la nuit des temps, avec toutes les tribus. On sait ce qui se passe, on sait que tel fait ci, on fait ça. Mais de manière tranquille, chacun fait sa petite vie et essaie de s'occuper. Quand quelqu'un décide de venir agiter ce que tout le monde sait mais ne fait taire, c'est très dangereux. Parce que il n'y a pas une tribu au Cameroun qui a le monopole soit de la violence verbale ou le monopole de l'injure ou de l'insulte. Quand on s'y met tous, on dit souvent nous sommes tous Camerounais. Et ceux qui pensent agiter le tribalisme et penser qu'ils vont culpabiliser les autres, je pense que ça aussi c'est révolu parce qu'ils ont fait ça en 2018 en fait. Ils ont voulu culpabiliser les autres. On s'est dit oh non mais oui peut-être qu'il faudrait pas qu'on s'y mette aussi etc. Mais 2025 c'est différent. Moi, je vous dis toujours que moi je veux pas parler de ce sujet. Je me lance parce que c'est trop. Se taire n'est pas synonyme de ne pas pouvoir aussi verser dans un discours tribaliste. Et tous ceux qui pensent que quand ils vont tirer la couverture vers leur tribu, les autres ne le feront pas et que si les autres font la même chose, ils vont stigmatiser les autres. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Non, vous n'allez pas les suivre. Qu'est-ce que vous entendez par les suivre? Qu'est-ce que vous entendez par ne pas se laisser faire? Ne pas se laisser faire, c'est de dire que un groupuscule de personnes décide que eux, pour une raison qui m'échappe, ils ont le droit d'être des enfants du village et que les autres n'ont pas le droit d'être du village. Première chose. Un groupe d'individus se lève et décide qu'ils taxent les autres d'enfants du village et on ne doit pas les taxer d'enfants du village. Quand on se dit qu'on ne va pas se laisser faire, c'est que on ne va plus baisser la face. Si, par exemple, on me dit que vous et moi, nous sommes les enfants du village, ben, je vais dire que j'accepte. Je suis avec Dipita, on est du village, comme un peu toi qui est avec l'autre. Parce que hier, quand il nous disait ça, on se sentait un peu, non, c'est pas, on se justifiait pour ne pas entrer dans des boxes. On va assumer ce qu'ils vont vouloir nous faire assumer. Et si c'est que vous êtes de mon village, je vais vous assumer. Bon, ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas de mon village. Mais je vais assumer que je suis du village qui est de mon village. Et je vais aussi opposer à la personne qui marche avec la personne de son village, qu'il marche aussi avec cette personne parce qu'il est de son village. On ne va plus avoir honte de ça. On va se dire, comme on dit au quartier, les vérités. En d'autres termes, mettre le pied, décélérer, lever le pied de l'accélérateur pour qui sait peut-être baisser la tension ne sera plus forcément l'option choisie. Si vous voulez la guerre, on la fera. Amine, moi je n'emploierai pas le mot de la guerre, mais je dis que les gens qui agitent le tribalisme pensant qu'ils vont tirer comme des éléments de campagne pour attirer leur communauté vers eux, pour montrer que la compassion, pour se martyriser, pour devenir des victimes, c'est leur problème. D'accord. On ne va plus se laisser faire parce qu'eux, ils décident de faire comme ça. S'ils décident de le faire, tout en stigmatisant les autres, parce que ce n'est pas seulement ça. Si moi, je décide aujourd'hui que je vais réunir mes frères du village, on va acheter des actions de Google, je dis n'importe quoi, ou d'Amazon, et qu'on va amener Amazon au Cameroun, ces actions-là, on va ouvrir, je ne sais pas trop, un espèce de Jumia, c'est une bonne chose. Mais si je le fais, et qu'il n'y a que dans ma boîte de Amazon Cameroun, que les gens de mon village, et que Dipita remarque que ce sont les gens de... Et quand tu me le dis, je ne dois pas m'offusquer et de dire que tu me cherches. Je dois assumer le fait que j'ai décidé et de manière délibérée de marcher avec mes frères du village et j'assume. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui utilisent le tribalisme comme élément de quoi que ce soit, ils doivent pouvoir assumer leur tribalisme et laisser aussi les autres, si les autres veulent faire la même chose qu'eux, faire la même chose sans pour autant les indexer. Alors, avez-vous le sentiment véritablement qu'en période électorale, attiser la flamme du tribalisme a-t-il un impact sur le choix des candidats au moment de passer à l'urne? Ce que je veux demander autrement, c'est qu'est-ce qui peut justifier cette récurrence, notamment en période électorale? On ne dit pas que le tribalisme n'existe pas du tout, du moins, mais on voit quand même une montée exponentielle lorsqu'on parle des urnes.
Oui, parce que certains ont décidé d'utiliser ça comme élément de campagne et d'avoir un discours simple. Vous vous rappelez, quand les résultats de l'ENAM sortent, il y a certains qui s'amusent à souligner les noms d'une même tribu, etc. Et on fait miroiter à des communautés que si nous prenons, c'est notre tour de tontine, nous allons aussi faire comme ça. Et les gens ne sont pas forcément... les Camerounais souffrent du pita, il faut qu'on se le dise. Et si quelqu'un de ta communauté te dit, si nous arrivons, c'est notre tour de prendre la tontine, nous allons faire que tout le monde passe les names, tout ce qui est... Les gens sont sensibles à ce truc. Et comme ils se disent qu'une certaine tribu a fait ça aujourd'hui, aussi peuvent faire ça demain, d'où ce discours en période électorale pour attirer la sympathie des gens qui sont de leur aire géographique pour pouvoir voter en leur faveur et espérer que quand ils vont arriver, tous ceux qui sont de cette aire géographique vont avoir les names. Pour vous, le tribalisme est devenu une arme électorale? Le tribalisme n'est pas devenu, ça a toujours été, mais ça s'est exacerbé parce que certains leaders politiques ont décidé de manière délibérée de jouer cette carte-là. Et donc, quand ils la jouent, moi, ce que je déplore, c'est que chacun a le droit de faire tout ce qu'il veut. Quand il joue cette carte-là, il ne faut pas qu'en la jouant, il nie le fait qu'il la joue. Il faut assumer qu'on a décidé de faire la politique du village et laisser les autres aussi faire ce qu'ils veulent. Parce que vous ne pouvez pas décider de faire la politique du village et quand ce sont les Dipita qui font, vous indexez les Dipita et tout le monde est en train de décrier la politique du village de Dipita. Est-ce que notre pays court-il un risque de choc identitaire aux conséquences irréversibles? Non, rien n'est irréversible. On va pas atteindre ce niveau. En fait, je ne pense pas qu'on atteindra. Le problème des Camerounais, c'est que les Camerounais, comme le président national a dit la dernière fois qu'il va donner à manger aux Camerounais, les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont faim et puis les Camerounais sont encore à la base de la pyramide de Maslow. Les besoins basiques. Je pense que le problème, ce qui cause un véritable problème dans ce pays, c'est que le manger ensemble, on a fait la promotion du vivre ensemble. Nous avons vécu ensemble et nous vivons ensemble. Seulement, de Mononzana, Hubert, de regretter mémoire. Que je ne connais même pas, mais on a oublié de promouvoir le manger ensemble. Et ça, c'est pas faute d'avoir essayé. On peut reprocher tout au président Paul Biya, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est entouré de toutes les tribus, espérant que les autres aussi donnent à manger aux leurs, ce qui n'a pas été le cas. Une fois que quelqu'un comprend cet équilibre-là, où il faut absolument que tout le monde ait l'impression que nous mangeons ensemble, je ne pense pas qu'il y aura implosion de quelque chose. Au contraire, nous serons passés de la base de la pyramide de Maslow, où tous nos besoins basiques seront couverts. Maintenant, nous allons commencer à réfléchir comment nous nous développons en tant que société, en tant qu'individu, etc. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait risque d'implosion si nous n'avons pas des leaders malsains qui vont au pouvoir avec cette arme que c'est notre tour. Nous allons aussi faire. Comme vous nous avez maté hier, nous allons aussi vous mater aujourd'hui. Tant que ce type de leader n'arrive pas, mais plutôt des leaders qui pensent à la création de richesses ensemble pour que nous puissions manger ensemble en plus de vivre ensemble. Aux antipodes donc de cette volonté tribale qui semble diviser, il y a quand même des leaders qui sont pour des coalitions. On en voit quelques-unes. D'ailleurs, le PCRN a souvent été approché ou alors a participé à certains échanges en vue des coalitions. Comment la diaspora camerounaise, elle, perçoit-elle les efforts actuels de coalition entre les partis politiques au Cameroun? C'est une très très belle question. La diaspora, c'est un vaste boulevard, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout, c'est un vaste boulevard, mais surtout ce sont des gens impatients qui très souvent pensent que les pays dans lesquels ils vivent, on peut rapidement transposer les normes, la manière de faire au Cameroun, et ils perdent souvent les réalités du terrain. Si vous posez la question en général comme ça de la diaspora, je suis sûre que tout le monde dans la diaspora est dans la théorie. Il faut qu'il y ait un candidat unique de l'opposition pour battre Paul Biya. Parce que c'est le mainstream, c'est ce qu'il donne, c'est ce qu'il fait. Donc si c'est pour la diaspora, je pense que c'est plutôt comme ça qu'ils réfléchissent. Mais je veux dire que c'est pas forcément... Il y a toujours cet exemple qu'on prend. Fundi a gagné les élections c'était en 92, si je ne me trompe pas. C'est pas ce que les résultats officiels disent. Non.
j'arrive. 92. Il faut d'abord que j'ai l'année exacte. 92. Officieusement, et qu'officiellement, on aurait donné un autre score. Je veux dire que le mythe d'une coalition de l'opposition, c'est vraiment un mythe. Exact. Parce que l'opposition camerounaise a des partis politiques qui ont des idéologies politiques tellement différentes que ce serait vraiment comment je veux dire, ce sera un mélange qui sera loin d'être homogène. Il faut déjà voir qu'est-ce qui est possible de faire au niveau idéologique. Parce que si vous prenez un sociodémocrate que vous mettez avec un sociolibéral, bien sûr, l'idéologie aux antipodes. On est aux antipodes. Et très peu de... C'est pour ça que parfois j'entends des gens en train de critiquer notre président national Cabral Libby, les livres. Il y a peu de partis politiques dans ce pays qui ont mis noir sur blanc leur idéologie connue de tous. Et d'ailleurs, accessible à tous, si ce n'est pas connu, au moins c'est accessible à tous pour savoir que Cabral Libby, idéologiquement parlant, il est sociodémocrate. Mais il veut faire sa sociodémocratie dans un bouillon dans un bouillon camerounais. Le bouillon camerounais qui est fait de ces réalités communautaires. On a parlé de tribalisme tout à l'heure. Donc ça, on le sait, c'est accessible aux autres. Je ne sais pas, bon, je ne connais pas beaucoup, mais je ne sais pas quelle est l'idéologie du PUR, je ne connais pas l'idéologie. Je sais que Social Democratic Front, ils sont socialistes, de par leur nom. Quand on demande au MRC, on dit qu'ils veulent faire du fédéralisme, je crois qu'ils sont socialistes, je ne sais absolument pas, parce que ce n'est pas accessible. Quand on est donc dans ce flou idéologique, demander donc une coalition comme ça pour le but juste de la coalition, c'est une recette à l'échec. Ce que le PCRN est en train de proposer depuis un certain nombre d'années, c'est une coalition de transition. Elle, au moins, elle n'est pas basée sur un long terme de dire que nous avons une idéologie, en 10, 15, 20 ans, on veut mettre ça en œuvre. Mais c'est pour dire que transitionnons d'abord, et après... Qu'est-ce que vous mettez dedans? On prend le pouvoir pour reformer l'État et on repart aux élections pour laisser le pouvoir qu'on a durement pris. Pourquoi durement pris? C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre, on fait un contrat avec les Camerounais avant d'aller aux élections, de leur dire, nous sommes pour une transition. Après 40 ans d'un même système, je pense que c'est sain d'avoir une période où on se retrouve. Et dans cette transition-là, on remet les choses à plat et on crée des conditions pour une élection libre, démocratique et transparente. Et après, chacun va aux élections pour gagner. Je pense que c'est l'une des solutions les plus sensées, à mon sens, qui mathématiquement parlant, on se repose, on fait la transition. Et dans cette transition, ce n'est pas une histoire d'idéologie. On prend les hommes et les femmes qui sont capables de faire avancer le pays, de construire les choses telles que la transition le permet pour préparer donc à quelqu'un qui prendra le pouvoir et mettra son idéologie en œuvre. Donc vous reviendrez plus tard pour le fédéralisme communautaire, comme vous parlez de façon triviale, arrangeons d'abord le pays, laissons les institutions et puis notre philosophie, notre idéologie politique, on le mettra en place après. Oh, c'est une solution. C'est une solution au cas où tout de suite on accepte. Parce que vous m'avez parlé de coalition. Oui. Si il faut vraiment aller dans une coalition, quel type de coalition faut-il pour le Cameroun? Moi, je pense que ce qui serait censé, ce n'est pas des coalitions pour coaliser avec des idéologies qui sont aux antipodes et qui sont une recette à l'échec total ou alors à la confiscation de pouvoir par ces gens-là. Il faut plutôt chercher des solutions à court terme où des gens et des hommes et des femmes et de la société civile compétents vont pouvoir assainir déjà et mettre en place des règles pour une future république. C'est une transition et je pense que c'est une idée, j'ai peu entendu les gens parler de cette idée, mais c'est une idée qui permettrait aux Camerounais de souffler et de reconstruire. Dieu seul sait qu'on a besoin de reconstruire, de se retrouver et de mieux préparer où on va. Reculer pour mieux sauter. Alors, pour terminer cette phase, avant de prendre le prochain reportage, comment expliquez-vous donc cette remontée récurrente du discours de rejet, du discours tribal, du discours communautaire en période électorale?
Est-ce que les leaders politiques que vous êtes, vous dites, jouons sur cette fibre pour que ceux des nôtres ne choisissent pas le projet de société, mais plutôt qu'on joue sur la fibre émotionnelle, sur l'appartenance ethnique, sur la fraternité africaine? Le PCE n'a jamais joué sur ce territoire. Et on ne jouera jamais sur ce territoire. Jamais. Depuis le début que le président Cabral Libye et ses équipes sont sur le terrain, c'est d'ailleurs ce que nous faisons à longueur de journée. Nous sommes dans une dynamique d'expliquer ce qu'on veut faire au Cameroun, d'expliquer aux Camerounais ce qu'on veut faire, de convaincre par l'argument. On a deux choses au PCRN, politique de terrain et politique pour convaincre, expliquer ce qu'on veut faire. C'est dans cette idée-là qu'il a fait il a écrit 2 livres en l'espace de 3 ans, si je ne me trompe pas. Les deux, c'est une façon de dire au Cameroun, je veux vous convaincre que ce que je propose pour notre pays, c'est la solution. D'accord. Notre président national a même joué le jeu TikTok. Vous connaissez TikTok? C'est une nouvelle plateforme. C'est une plateforme qui a vraiment émergé dans les années Covid et ça a permis à développer un certain nombre de business. Chez nous, on a TikTok Shop, comme Amazon, mais également ça a permis à ce qu'on appelle les créateurs de contenu de pouvoir se déployer et du côté artistique et récemment aussi du côté politique. Trump et tous ces gens-là, ils ont tous des comptes TikTok. Il a commencé à jouer les jeux parce qu'il y a maintenant des panels politiques, les gens qui... Il a pris sur lui, enlevé sa casquette de président de parti politique, de député, allait expliquer aux Camerounais qui s'intéressent à cette plateforme, des Camerounais d'un certain âge, ce qu'il propose pour le Cameroun. Parce que malheureusement, il y a des gens mal... C'est un homme politique, ça ne devrait pas surprendre. Non, c'est pour un homme politique qui essaie d'espérer toutes les niches potentielles d'électeurs pour avoir le maximum de voix possible. Vous répondez à votre propre question. C'est pour vous dire que le PCRN n'a jamais joué sur l'attirance des sentiments, de l'appartenance ethnique, de l'appartenance religieuse ou de l'appartenance de quoi que ce soit pour attirer les électeurs. Au contraire, comme vous le dites, il exploite toutes les niches possibles pour expliquer aux Camerounais et les convaincre que ce qu'il veut proposer, c'est ce qui est bien et ils doivent adhérer aux idées. D'accord. Mais pas une histoire de fibre, de quoi que ce soit. D'accord. En retournant à la régie avec Adonis Siamen qui a reçu la réalisation de ce programme pour parler cette fois-là de l'installation du nouveau président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Le docteur Félicien Tonnet a été installé cette semaine. Reportage. The ceremony attended by esteemed dignitaries including the governor of the Litval region and traditional rulers, Professor Félicien Tonnet-Nyimé was officially inaugurated as the new chairman of the board of the prestigious Gyneco-Obstetric and Pediatric Hospital in Douala. This momentous occasion, presided over by the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, marks the beginning of a new era in leadership and innovation for the hospital as Professor Tonnet-Nyimé succeeds the late Dr. Honoré Denis Koto Epe, who passed away on February 2, 2025. Dr. Tonnet-Nyimé, born in Messamena in 1954, is a renowned psychiatrist and educator with... Vous devez faire preuve de transcendance pour quitter les arcanes de la gestion quotidienne, pour vous porter dans le champ des orientations stratégiques, comme je viens de le dire. Mobilisez donc toutes vos compétences et vos connaissances pour faire lisser le management et la gouvernance de cet hôpital à la hauteur des attentes que fonde raisonnablement Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et les populations sur celui-ci. C'est donc sur ces mots et le renouvellement de mes vives et chaleureuses félicitations que je déclare M. Tonnet-Nyimé Félicien installé dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala.
Dr. Ntone Enyime, born in Mesamena in 1954, is a renowned psychiatrist and educator with extensive experience at the Yaoundé Central Hospital and the Yaoundé Teaching Hospital. His appointment was formalized by a presidential decree on March 17, 2025. He is married with 5 children. This new role underscores his commitment to advancing healthcare in Cameroon. Poursuivons le change avec le docteur Marie Bagar, qui est évidemment du PCRN, installé à Washington, D.C. Comment la diaspora camerounaise, vous, notamment aux États-Unis, percevez-vous les efforts actuels entre les différents partis pour constituer une coalition contre le RDPC, mais également ses alliés, hein, parce qu'on oublie souvent que le RDPC est également en coalition. En effet. Ben, écoutez, pour nous, comme je vous disais tout à l'heure, tous les efforts des partis politiques de l'opposition pour se mettre ensemble, pour battre le RDPC et ses alliés, sont bien vus en réalité. C'est ce que nous... je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais aujourd'hui, on va lui dire que l'opposition a un candidat unique, même si c'est une... un rêve, un schéma... Non, même si c'est un schéma très hétérogène, mais de manière prosaïque, l'homme de la rue, diaspora, le café du commerce, oui, il faut qu'on ait un candidat unique, tout le monde va vous dire ça, et tous les efforts dans ce sens-là, ça sonne bien aux oreilles, ça fait du bien, it makes us feel good, right? Mais vous êtes réaliste. Mais dans la réalité... Vous percevez quoi qu'on s'éloigne plus d'une coalition des fortes têtes de l'opposition ou qu'on s'y rapproche? Alors, si je veux totalement être honnête avec vous, je pense que certains partis politiques de l'opposition ont décidé de targeted. Comment on dit targeted en français? Combattre la coalition? Pas combattre, de viser les confrères de l'opposition. J'aime pas ce terme d'opposition parce que l'opposition, c'est pas un parti politique. D'accord. L'opposition, il peut avoir dans l'opposition des partis qui sont du même bord que le RDPC, idéologique. Il peut avoir dans l'opposition de tout et n'importe quoi. Votre question est simple. Tout le monde aimerait aujourd'hui qu'on se lève, qu'on dise qu'il y a un parti politique, il y a un candidat unique qui va aller contre Paul Biya et ses alliés. Ça, c'est le feel good. Mais en réalité, est-ce que ça peut se faire? Je pense que ça devient plus compliqué parce que, encore une fois, il y a certains partis politiques de l'opposition qui ont décidé de miser toute leur campagne, soit sur le tribalisme, comme vous avez dit, mais également le dénigrement des autres potentiels compères de l'opposition. Face à cela, moi, je pense aujourd'hui que des gens qui ont fait des usines pour ternir, salir l'image des autres leaders de l'opposition, est-ce qu'on peut même encore oser se mettre ensemble sur la même table? Imaginez, Dipita, vous êtes avec votre voisin, et votre voisin, tous les jours que Dieu a créé, il est obsédé par vous salir, faire en sorte qu'on pense que vous êtes le mauvais et lui, il est le bon. Tout ce qu'il a à vous faire. Êtes dans le monde politique, tout est possible. Je ne dis pas Rien que n'est tout... perdu. Non, bien évidemment. Tant qu'on vit, il y a espoir. Donc, je dis juste que même quand on vit et qu'il y a espoir, il faut quand même qu'on se dise que ce voisin-là qui passe son temps à salir, à vilipender et tous les efforts déployés pour, entre guillemets, politiquement tuer les autres voisins, ça devient problématique de se mettre sur la même table parce qu'on doute même de la sincérité même de ce voisin-là. Est-ce que ce voisin est sincère? Point d'interrogation. Encore qu'en 2018, il y a même ce voisin qui a décidé que ce sera lui et pas les autres si on est ensemble. Où en est-il aujourd'hui avec cette position-là? Ah, encore, s'il faut nommer ce voisin, qui n'est même pas techniquement capable d'aller aux élections aujourd'hui seul, et qui pense que parce qu'il aurait des milices ou des trollers ou je ne sais pas trop quoi, pourrait influencer quoi que ce soit. Est-ce qu'il est possible de vous arracher un nom du voisin? Oui, merci. Aujourd'hui, je vous ai dit de manière décomplexée aujourd'hui. Parce que hier, nous avions cette pudeur-là. Vous avez le PCRN, beaucoup d'entre nous, les cadres qu'on appelle intellectuels ou qui sont stables, ils font leur truc. On a beaucoup été en retrait. Notre président n'a pas voulu
nous mettre en avant dans cette boue qui avait... Aujourd'hui, vous êtes en ordre de bataille, c'est ce qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en ordre de bataille. Vous êtes armés et faites toutes les luttes possibles. On est en ordre de bataille pour la vérité. On est en ordre de bataille pour éclairer les Camerounais. Tous ceux qui viendront pour salir notre président, notre parti, on va les dénoncer avec la dernière énergie. On va même les indexer et donner leur nom. On ne sera plus en train de dire ou d'avoir honte ou d'être shy, comment on dit ça, je ne me rappelle pas comment on dit être shy, pour dénoncer ces gens-là. Nous le ferons avec la dernière énergie en les nommant parce que nous ne pouvons pas être avec un voisin qui tous les jours tente de nous tuer politiquement et que ça, c'est en officine. Et qu'officiellement, il nous dit qu'on doit s'asseoir sur la table avec lui. Est-ce que justement, en prenant le risque de rendre du coup pour coup, désormais, si tant il est que c'est ce que vous vivez à tous les autres partis de l'opposition qui semblent vous invectiver assez souvent, est-ce que vous n'aurez pas aussi facilement une porte-partie au pouvoir qui va certainement boire du petit lait et se dire... Ces opposants-là, vous voyez, ils ne peuvent même pas s'entendre entre eux. Ils se tirent dessus tout le temps. Faites-nous confiance. Deux choses. La première, c'est qu'on ne fait pas du coup, je ne sais pas ce que vous avez dit. On n'est pas dans une guerre avec qui que ce soit. Notre projet est simple. Nous devons ventiler l'idéologie de notre parti à travers le livre programme qui a été écrit. Là où nous sommes, nous expliquons. Cependant, si vous venez dans ma trajectoire de convaincre les Camerounais que ce que le PCRN propose, c'est ce qui est bien pour le Cameroun de demain, et vous venez dans mon couloir m'invectiver, je ne vais pas vous laisser. Mais je ne vais pas vous chercher. On n'a pas le temps à perdre pour ce genre de choses. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, encore une fois, l'opposition n'est pas un parti politique. Si les gens du RDPC s'asseyent et boivent le petit lait parce qu'un certain parti politique passe le temps à vouloir fragiliser le PCRN, vilipender, ben c'est leur problème. Nous, le PCRN, on ne considère pas l'opposition comme un parti politique. Cependant, à chacun ses armes. À chacun même sa stratégie. À chacun sa stratégie. Cependant, dans une dynamique de voir comment nous pouvons ensemble battre justement, nous sommes ouverts à des discussions, à des dialogues. Et le président Capral a déjà dit ça. Coalition de transition ou une autre coalition, il est partant. Mais pas dans des choses où on dit, si ce n'est pas moi qui tire le pénalty, je ne viens pas. Non, on ne peut pas faire. Ce n'est pas des conditions préalables. Tout ce qui est-ce que nous pouvons marcher ensemble et quelles sont les conditions? Le PCRN est ouvert et a toujours été ouvert. On prend le dernier reportage de cette émission. On va parler des nouvelles pièces de monnaie qui, depuis ce mois d'avril, sont en cours. Notamment cette année 2025, et voir les caractéristiques de ces pièces-là. On revient derrière pour prendre la dernière ligne de l'émission. La star de cette nouvelle gamme de pièces est celle de 200 francs CFA. Sommes-nous à la fin du règne de la célèbre phrase « Il n'y a pas de monnaie » ? La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, vient en effet d'injecter 150 millions de pièces de monnaie dans le circuit bancaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Il s'agit des pièces de 1, 2, 10, 25, 50, 100, 200 et 500 francs CFA. Leur émission veut pallier non seulement la pénurie de monnaie observée depuis de nombreuses années, mais également faciliter les échanges commerciaux en améliorant ainsi la liquidité du système financier de la région. Ceci va garantir que les transactions de petite valeur se fassent sans problème. Un autre objectif, et pas des moindres, c'est couper la voie à l'exportation des pièces hors de la zone CEMAC. Yvon Sanabangui, le gouverneur de la BEAC à ce propos, précise que les métaux et alliages utilisés pour cette nouvelle gamme vont permettre de garantir leur sécurité par rapport à l'exportation des pièces connues avec les anciennes, en raison de ce que les alliages et métaux de la gamme actuellement en circulation ont une valeur marchande beaucoup plus élevée que les pièces elles-mêmes. Pour résoudre ce problème, la nouvelle gamme est fabriquée à partir des matériaux qui ne correspondent pas à ceux utilisés dans les bijouteries.
Malgré ce qui peut s'apparenter à une bouffée d'oxygène, quelques goulots d'étranglement persistent. La BEAC note pour le déplorer que de nombreuses banques commerciales, grandes surfaces, acceptent difficilement ces pièces en raison de leur poids et de la difficulté de leur gestion. Celle-ci, la BEAC, a décidé l'inclusion systématique des pièces de monnaie dans tous les prélèvements effectués par les banques et les comptables publics. Il est également demandé aux pharmacies, supermarchés, boulangeries, établissements de microfinance et même les petits commerces de participer à ces échanges. Notons toutefois que, malgré la mise en circulation de cette nouvelle gamme de pièces ce mois d'avril 2025, la Banque des États de l'Afrique centrale rassure que les anciennes pièces resteront en circulation et conserveront leur cours légal. Docteur Baga, vous avez certainement entendu parler de cette sortie de l'Église catholique qui a pris position, j'ai failli dire, qui a donné ses 10 commandements en vue de cette année électorale pour laquelle évidemment est pris pour que le Cameroun s'en sorte dans la sérénité, dans la paix et pour poursuivre son développement. D'abord, comment percevez-vous en tant que PCRN l'implication de l'Église dans le débat politique au Cameroun? Mais écoutez, déjà, l'Église, quel est le rôle de l'Église dans une société? L'Église fait partie de ces institutions aussi qui est garante de la stabilité, la paix, le bien-être de ses administrés. Et jadis, je pense, l'Église catholique, c'est elle qui est le précurseur d'ailleurs des lois que nous avons aujourd'hui. Il y avait d'abord l'Église avec qui décidait, qui on condamne, qui a péché, qui a fait ceci. Et après, l'État est venu pour prendre en charge les affaires de la cité et on a fait la séparation entre l'Église et l'État, etc. Donc, il reste quand même encore cette institution garante de la paix, la stabilité, le bien-être des communautés. À cela, je ne pense pas qu'il soit incongru le fait qu'ils donnent leur avis, surtout dans le contexte politique camerounais. Il faut dire que le contexte politique camerounais est très particulier. Il y a un régime qui est là de plus de 40 ans avec un président de la République qui a plus de 90 ans. Du point de vue humain déjà, je pense que quand l'Église catholique ou ses évêques voient comment les gens, ces appels à candidature, soutien du président, on a même l'impression, pour moi qui suis dans le domaine médical, que ça peut s'apparenter à la maltraitance aux personnes âgées. Comment, M. Dipita, par exemple, vous avez un grand-père qui a 92 ans et tout le monde est en train de lui dire de se lever, d'aller faire le marathon, d'aller dans des... Vous savez, c'est le président qui bouge, là, vous voyez Macron, après 2 mandats, il a les cheveux blancs, Obama en a fait un seul, c'est parce que c'est épuisant d'être président de la République. Et quand on a 90 ans et qu'il y a des gens qui continuent à demander à un papy cet effort-là, même de ce point de vue humain, l'Église catholique, c'est quand même, il faut faire quand même attention. Donc pour vous, l'Église... C'est un exemple que je donne pour donner les multiples raisons qui peuvent amener l'Église catholique. Pour vous, l'Église est dans son rôle. L'Église est dans un de ses rôles, pas un rôle qu'ils sont là pour faire de la politique, parce que le contexte est particulier. Nous avons un nonagénaire, c'est 90 en fait, un nonagénaire qui nous dirige, et nous avons surtout la situation économique que nous avons au Cameroun. Les gens ne s'en sortent pas. Vivent avec moins de $1 par jour, et la précarité et la pauvreté qui s'installent. Et quand je vais encore le dire, tous les jours on arrive au Cameroun, les routes, rien ne bouge. Ils sont aussi inquiets de la société dans laquelle ils vivent et dans laquelle leurs administrés évoluent. Est-ce que cette prise de parole de l'Église peut donc davantage sensibiliser, peut influencer les électeurs, les Camerounais à davantage s'impliquer dans le jeu politique, à s'intéresser à la question électorale? Amine, je pense que oui. Vous savez, la place... Quelqu'un disait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous voyez les choses qui passent sur les réseaux sociaux, que sa femme, quand son pasteur dit de ne pas faire, elle ne fait pas. Les Camerounais ont un rapport très, pour le peu bizarre, avec leurs hommes de Dieu. Le pasteur de X, le pasteur de Y, le prêtre a dit, il y a quand même une écoute.
Les hommes de Dieu sont écoutés et je pense que s'ils s'y mettent, beaucoup de leurs administrés, si je peux appeler comme ça, ils peuvent influencer quelque chose. Maintenant, c'est un autre débat. Est-ce que leur rôle est d'influencer quoi que ce soit? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que pour s'arrêter juste à la prise de parole, ils sont dans l'un de leur rôle quand ils voient la société qui va en vrille, ou alors que nonagénaire, on essaye de le pousser à faire des choses dont il n'a peut-être pas envie. L'Église peut dire un mot. Il est dans un de ses rôles et d'ailleurs il est très apprécié parce que pour une fois aussi dans un pays avec un contexte assez difficile et particulier, l'Église prend position parce que dans d'autres pays ils ne prennent pas. Donc moi je pense que c'est appréciable et je pense d'ailleurs que ce n'est pas seulement l'Église qui devrait prendre position. Tous les corps constitués de ce pays devraient pouvoir prendre position, que ce soit des corps constitués professionnels, que ce soit les églises comme on a dit ou d'autres types de corps constitués. On doit pouvoir prendre position parce que la situation que le Cameroun vit est inédit. Alors, l'Église appelle à voter pour des candidats intègres, compétents et responsables. Vous avez un profil. Vous direz Cabral Libby. Bien entendu. Vous avez dit intègre. Je vais prendre un des qualificatifs, je vais vous prouver que il a le profil. Je n'ai pas dit qu'il est le seul Camerounais à avoir le profil. Amin. Cabral Libby, dans son intégrité et la constance depuis qu'il est entré en politique et peut-être ailleurs, il a toujours... Oui, je vois que vous voulez me couper. Le temps de la campagne viendra. Je ne suis pas en campagne, mais vous m'avez demandé un profil. S'il faut que je le dise juste comme ça que c'est un profil et que je ne dise pas pourquoi c'est un profil, vous savez, nous au PCRN, on veut convaincre les gens, on veut rallier les gens. Cabral Libby est le profil. On a en fin d'émission, mais sinon il est intègre, il est très compétent. Que peut apporter l'Église à l'accompagnement du processus électoral aujourd'hui? C'est très bien dit, l'accompagnement. Je pense qu'ils doivent rester dans l'accompagnement, effectivement, parce que s'ils prennent parti, ça va être compliqué. Dans l'accompagnement, de veiller à ce que, à dénoncer ce qui ne va pas, à donner un avis objectif comme ils ont donné. Ce que vous avez dit, c'est à peu près ça, et de continuer à veiller sur les dérives et à les dénoncer. Je pense que leur implication dans l'objectivité totale, l'impartialité, pourrait apporter un plus aux futures échéances. Vous direz que l'Église est objective, impartiale dans le jeu politique au Cameroun? À liste, elle devrait être. Je ne le dirai pas parce que je dis encore, beaucoup de Camerounais sont encore au niveau basique de la pyramide de Maslow. Et quand on est au niveau basique de la pyramide de Maslow, tout est possible. On réfléchit par le ventre. Tout est possible. Cela dit, vous êtes confiante en cette année électorale pour un processus transparent, dans la paix et pour un résultat qui reflète effectivement le choix des urnes? Non, non. L'ORDPC va tout faire pour C'est pas de bonne guerre. Vous ne ferez pas tout pour gagner? Non. Faire tout pour gagner est différent de commettre des actes de fraude. Entre les faux observateurs de Transparency International de la fois passée, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois-ci. Je pense que le RDPC, dans son ADN, et la machine électorale ou de guerre, comme ils s'appellent, qu'ils sont, est basée sur quand même un gros système de fraude électorale. Et cette année, ils ne vont pas... ils ne vont pas ne pas le faire, ils vont vouloir le faire. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait pour empêcher cela? Il y a déjà, vous savez, inscrivez-vous sur les listes électorales, votez et surveillez. Et dans ce cadre de la surveillance de vote avec les scrutateurs qui doivent être sur le terrain, qui doivent être intègres, comme vous dites, parce que c'est pas le tout n'est pas d'avoir des scrutateurs. Absolument. Voilà, qui doivent être intègres, formés, etc. Ces scrutateurs doivent être partout où il y a des bureaux de vote, parce que le RDPC, qui est un parti État, quand on le dit, ils n'aiment pas, mais c'est vrai, eux, ils sont partout. Il faut maintenant que les autres partis, c'est là où on attend l'opposition d'ailleurs, de pouvoir mutualiser leurs forces pour être partout, là où le SDF ne peut pas être, le PCR est, là où le MRC, même s'ils ne vont pas aux élections, ils peuvent représenter quelqu'un d'autre, etc., en tant que scrutateur. C'est là où on attend plus une coalition ou une collaboration franche de l'opposition. Mais je ne suis pas confiante à avoir un processus transparent. Ce n'est pas aujourd'hui que le RDPC va jouer dans la transparence, ça c'est clair. Mais par contre, nous aussi, nous sommes en train de travailler pour minimiser aussi ces opérations de transparence. Et
les réseaux sociaux, vous avez déjà vu les élections passées, on donnait des résultats en direct sur les réseaux sociaux et j'espère que le Conseil constitutionnel prendra les vidéos comme preuve en cas de fraude. Parce que je pense que ça, c'est un des éléments. C'est un schéma de vérification qui est la loi, qui encadre bien tout cela. Je ne dis pas non, mais une caméra de surveillance qui te montre que quelqu'un a volé et qu'on te dise plus tard qu'il n'a pas volé, il faut quand même aller aussi chercher à sortir des sentiers battus pour voir réellement qui a volé et qui n'a pas volé. Ça veut dire que s'il y a une vidéo qui dit la fin, on dépouille, on dit Dipita Marie, Dipita Marie, Dipita Marie et que Dipita a gagné et que la vidéo existe et qu'elle n'est pas truquée, prouvée, et qu'à la fin, Dipita, lui, le mari a des documents que c'est Marie qui aurait gagné par Dipita, il faudrait quand même tenir compte de cette vidéo. Et ça, c'est l'un des éléments aujourd'hui sur lesquels on compte énormément. Il ne s'agira même pas des scrutateurs assignés, mais juste des citoyens lambda, des votants lambda qui pourront prendre leur téléphone, ils ont le droit, et de participer à ce processus pour pouvoir minimiser les actions de fraude que va forcément intenter le parti au pouvoir. Pour terminer, êtes-vous confiante en la participation massive de la diaspora camerounaise à ces prochaines élections? Alors, ça c'est une question une très belle question. Alors, la diaspora, je serais confiante à la participation massive de la diaspora si on permet à la diaspora de s'inscrire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un mensonge qui est véhiculé depuis 2018. Comment cela? La diaspora est véhémente et ne vote pas. Et j'espère que tout le long de cette émission, si on a encore une minute, les gens ont compris que les règles ne sont pas pensées pour que la diaspora participe. Du moins, elles ne sont pas encore pensées pour que la diaspora participe massivement. Et ce n'est même pas une histoire, encore une fois, de l'ECAM. C'est juste une histoire générale que dans tous les domaines dans ce pays, on pense d'abord ce qui est normal, vous êtes plus nombreux ici, et puis la diaspora après, ce qui est totalement normal. Donc, autant les Camerounais vivant à la diaspora ne sont pas encore bien intégrés au fonctionnement du pays. Par exemple, la France. La France a ce qu'on appelle les Français vivant à l'étranger. Quand tu es Français vivant à l'étranger, tu as ce qu'on appelle le NUMIC, qui est comme ton numéro de sécurité sociale. Exact. Tu sors d'un pays à un autre, ça te suit. Tu es inscrit automatiquement au fichier des Français de l'étranger en tant que fichier électoral, tu votes directement. Il y a une intégration de cela. Et d'ailleurs, même quand le président Macron fait son discours, il dit Français, Françaises, ceux de l'outre-mer et ceux de l'étranger. Donc, aussi comme la démocratie est venue progressivement, la participation de la diaspora à tout dans ce pays doit commencer à être pensée. C'est ce que je disais en début de mission, qu'il y a ce mensonge-là qui est sur l'élection. On est véhément, on bavarde beaucoup, ceux de la base cassent, mais on ne participe pas. Mais en réalité, les règles ne sont pas mises en place pour qu'on participe. C'est du saupoudrage et je viens de vous le prouver pendant toute cette émission pour ce qui est des États-Unis. En théorie, il est difficile. Je vais revenir ici après les élections pour vous dire combien d'électeurs on a eu finalement. On a 64 électeurs. En théorie, il est difficile d'inscrire des Camerounais qui sont encore Camerounais si on n'a pas enlevé le verrou de la carte de résidence. Parce que la majorité de ceux qui ont encore la nationalité camerounaise, il y a les légaux, mais il y a peu. Parce que quand on vit, il y a peu de personnes qui vivent dans les pays longtemps comme moi et qui conservent leur nationalité. Parce que c'est plus facile de vivre quand tu es là et puis ils changent. Donc les nouveaux arrivants, c'est eux qui sont encore camerounais. Et parmi les vagues de nouveaux arrivants, il y a beaucoup de sans-papiers. Et ces gens-là sont camerounais. Donc, il y a beaucoup de saupoudrage. Elle est quand même une machine. On a mis les inscriptions, mais en pratique. D'accord. Vous avez fait en sorte que les Camerounais... Donc, je ne suis pas confiante à ce que les Camerounais de la diaspora participent massivement. Mais on va continuer à faire ce que nous pouvons. L'une des propositions que nous avons faites au niveau de l'ambassade pour mobiliser, parce que contrairement à vous ici, on ne peut pas aller mobiliser dans les rues ici. On ne peut pas faire ça. Ce qu'on a proposé au niveau de l'ambassade du Cameroun, pour terminer, c'est que tous les Camerounais qui viennent faire, parce que
La chose qu'on doit venir faire obligatoirement à l'ambassade, c'est son passeport, prendre les empreintes des consulates. On a proposé de faire des tours entre partis politiques. Il y en a 4. C'est pas un secret, qui sont au niveau de Washington. Il y a nous, il y a le RDPC, il y a il va m'en vouloir, je ne sais pas son nom. Le président, monsieur s'appelle Gouet. Et puis le FRC. Donc on a proposé qu'on peut se... C'est pas le MPCC? Oui, c'est ce parti politique, il va m'en vouloir. Mais ils sont constants et ils sont là. Je ne les connaissais même pas avant, mais ils sont dans la commission. Donc, les Camerounais qui viennent pour pouvoir faire leur passeport, nous savons d'office qu'ils sont encore Camerounais. Et on doit pouvoir se relier avec, un vêtement de l'ambassade, les CAM et tout. Pour que vous êtes dispositif. Exactement, pour essayer de leur proposer, comme nos camarades font ici. Mais encore une fois, Dipita, si on doit sortir de cette émission, c'est ce mythe-là. Il ne faut pas attendre des Camerounais de la diaspora ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Les conditions vous êtes d'ailleurs moins d'une centaine d'inscrits pour l'heure. Washington DC. Vous êtes loin, nous sommes 64. D'accord. À la fermeture, en fin d'année, nous étions 64. Donc, entre 40 et 50% de nouveaux inscrits. Donc, quand on a fait les refontes, les nouveaux inscrits, en 3 mois, parce qu'on a ouvert 3-4 mois, on a eu ça. Mais pour nous, notre stratégie pour intensifier, c'est que même si un Camerounais vient de la Californie, qu'il vienne faire son passeport, pendant qu'il est à l'ambassade, parce que ça aussi, il faut qu'on ait les autorisations des officiels de l'ambassade pour pouvoir aller nous déployer en tant que membre de la commission pour proposer ça. Donc, diaspora, je ne suis pas très confiante, mais j'espère que les autorités camerounaises n'attendront pas que la base casse pour s'occuper de ce problème. Nous avons fait des propositions, c'est dans des procès-verbaux, ils ont ça au niveau de l'ECAM, qu'ils essaient de résoudre ce problème pour que ce soit fait de manière constructive et pacifique. Docteur Marie Baga, PCRN Washington DC, membre de la commission électorale là-bas aussi, membre de l'ECAM. Oui. On va suivre tout sur la partie d'ici. Merci d'être venu faire le point ce soir de votre parti politique également et comment il se déploie là-bas. Merci. Et j'ai envie de vous dire beaucoup de courage. Merci beaucoup. Du courage, nous en avons. Et puis, on va tout mettre en œuvre pour continuer, surtout, de faire des propositions, de faire du plaidoyer pour que toutes les conditions soient mises en place pour que nos compatriotes qui n'ont pas de carte de résidence puissent pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir et à dimanche prochain.